Tout débute dans le petit studio Cavia, studio tout frais créé dans les années 2000 et qui s'occupe généralement de créer des spin-offs ou des jeux à licence souvent orientés animés. Ils ont par exemple créé des jeux One Piece, Dragon Ball Z, Ghost in the Shell, un jeu Resident Evil Umbrella Chronicles qui est un rail shooter, et même un jeu Initial D. Vega Missile, vous êtes satellisé. Auquel j'ai pu jouer, en vrai, il est plutôt sympa. Le studio crée énormément de styles de jeux différents et on verra les conséquences que cela aura. Le projet part de ces deux hommes, Takamasa Shiba et Takuya Iwasaki, qui veulent créer un genre de Ace Combat mais dans l'ère médiévale, sauf qu'on remplacerait les avions par des dragons. C'est très stylé, mais ce qui marchait le mieux à cette époque, c'est un certain beat'em up nommé Dynasty Warrior 2, ce qui va pousser la team à vouloir incorporer des phases de gameplay sur Terre, tout en gardant le combat aérien. Souvent, quand on s'éloigne un peu rapidement de son idée de base pour vouloir un peu tout faire, ça sent pas très bon. Surtout que Cavia est totalement inexpérimenté pour ce genre de jeu, les jeux d'action, et la transition entre les différentes phases de gameplay sont très dures à gérer pour la PS2. Takuya Iwasaki, qui est alors trop occupé avec d'autres projets, cède sa place de directeur à un de ses amis, un certain Yoko Taro, qui était à la base chargé de créer l'univers du jeu. Yoko Taro aime les histoires compliquées et sombres, mais à ce moment-là, c'est pas trop la mode de créer des jeux aussi sombres. Cependant, Square Enix en avait tellement marre des réunions et des négociations permanentes avec ce mec qu'ils ont dit « Bon, mec, fais l'histoire que t'as envie, nous on veut juste concurrencer Dynasty Warrior, point barre ». Yoko Taro est donc directeur du jeu, a enfin les pleins pouvoirs niveau histoire et univers. Drakengard sort en 2003 sur PS2, et voici le résultat. Bon, par où commencer ? Le gameplay est absolument atroce. Le personnage sur Terre est lent, ses attaques sont super répétitives et on se retrouve très souvent à chercher le dernier ennemi vivant sur la map pendant des minutes entières. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de chercher ce dernier ennemi pendant plus de 15 minutes. Le maniement du dragon est complètement aux fraises en plus d'un gameplay super rigide. Le jeu est globalement très rigide, très répétitif, frustrant, à la limite parfois de l'ennuiement. On peut clairement voir ici pourquoi faire plein de types de jeux différents sans en maîtriser un à 100% est néfaste dans ce projet, car à défaut d'être moyen dans tout, le studio n'excelle finalement dans aucun domaine. L'histoire est certes extrêmement sombre, mais nuancée, intéressante, avec des audaces que j'ai rarement vues dans un média. Le personnage est une vraie merde humaine, prêt à tout pour atteindre son but, ressusciter sa sœur, dans un carnage vengeresque qui va le pousser à commettre tous les pires péchés de l'humanité dans un cercle de violence sans fin. Le véritable génie de ce jeu, c'est de justifier ces carnages propres au genre des beat'em up par son scénario, en rendant l'acte de violence et le meurtre immoral, voire gênant. Les musiques elles-mêmes vont dans le sens de la folie, en proposant des samples de musique classique qui se déconstruisent au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, sans respecter aucune règle de composition classique afin de déstabiliser l'auditeur et marquer encore plus les pensées tonitruantes, morbides et désorganisées du personnage principal qui sombre dans une folie de plus en plus forte. Les musiques sont un marqueur temporel de la folie du personnage qui devient de plus en plus forte. Cette cacophonie incessante se tait juste au moment de la fin du jeu pour laisser place à des mélodies beaucoup plus douces. What makes you worthy of a pact with me? Worthy or not, I wish to live. Despise me if you will, but I shall not die. Your answer, a pact or death? Cette OST de Nobuyushi Sano et Takayuki Aihara est un véritable tour de force et selon moi le meilleur élément du jeu, tant il est raccord avec son thème de la folie. Une OST complètement folle à l'image du personnage principal. Je parlerai pas non plus des différentes cutscenes et fins alternatives qui sont tout aussi désorientantes et folles que le reste du jeu et nous montrent les pires aspects de l'humanité. Parlant de meurtres et autres actes immoraux. Je parlerai pas non plus des différentes cutscenes et fins alternatives qui sont tout aussi désorientantes et folles que le reste du jeu. Je vous laisse jouer au jeu pour ça, et si vous avez la flemme, je vous laisse regarder sur YouTube. Yoko Taro, lui, a pu exprimer ses idées sans aucune retenue, et c'est selon moi le point fort du jeu. Tous les éléments qui le composent vont dans la même direction pour exprimer une seule émotion, la folie. J'ai même pensé pendant un moment que le gameplay était mauvais dans le but d'exprimer cette sensation. Mais bon, quand on voit le processus de développement ainsi que l'histoire du studio, je pense qu'il s'agit plutôt de l'inverse. Selon moi, c'est Yoko Taro qui a su donner du contexte et justifier le manque d'expérience du studio dans les jeux d'action, pour rendre le tout encore plus déconcertant pour le joueur et le rendre mal à l'aise.
Le malaise est omniprésent dans le jeu et tout est mis en œuvre pour dégoûter le joueur. C'est comme si le jeu faisait tout pour qu'on le rejette et le déteste, mais c'est cette approche super unique et ambitieuse qui m'a touché artistiquement parlant, et qui me pousse à dire que malgré tout, Drakengard, même s'il est globalement mauvais, est un des jeux qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai remarqué que les gens associent souvent mes idées avec ce que je pense d'une œuvre. Alors que dans les faits, je dissocie tout le temps mon appréciation de l'œuvre avec ses qualités objectives. Par exemple, je trouve que Sekiro est un jeu objectivement exceptionnel, mais à titre personnel, j'ai eu un peu du mal avec. Peut-être le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Au contraire, je trouve que les Horizon Zero Dawn sont des jeux relativement moyens, mais j'ai adoré l'expérience. Bref, vous avez compris où je veux en venir, mais pour moi il est essentiel de séparer son appréciation de la critique objective que l'on peut apporter à un produit culturel, et cela s'applique à tout. Et je pense que le jeu qui m'a le plus provoqué ce conflit en moi est celui dont on a parlé aujourd'hui, Drakengard. Après la sortie de ce jeu, Yoko Taro est resté fidèle à lui-même et fort du succès de Drakengard a décidé d'en créer une trilogie. En 2010, il créera Nier, qui est un spin-off direct d'une des fins de Drakengard et qui marchera encore mieux. D'ailleurs, petite anecdote, mais le nom japonais original de Drakengard, c'est Dragon Dragoon. Il arrive souvent que dans une envie de mieux plaire au public occidental, les japonais changent le nom de leur jeu lors de l'import, et Yoko Taro n'est pas étranger à ça, puisque Square Enix décidera de nommer Nier Replicant, la version japonaise, et Nier Gestalt en occident, avec comme seul changement le personnage principal qui n'est plus un jeune homme qui doit sauver sa sœur, mais un homme plus âgé qui doit sauver sa fille. Cela collait sûrement mieux aux sensibilités occidentales selon l'éditeur. Meilleur en termes de gameplay, qui est pourtant pas sans fort, d'ambiance, et toujours aussi fou scénaristiquement, et en termes d'idées de game design. Pour les musiques, il fera appel à un de ses anciens collègues quand il était étudiant, Keiichi Okabe, qui magnifie l'univers de Taro avec de sublimes compositions, qui sont malgré tout bien plus classiques par rapport à Drakengard. Malgré tout ça, c'est la faillite chez Cavia, et Yoko Taro rejoindra Platinum Games, studio très expérimenté dans les jeux d'action, fort de productions comme Bayonetta ou Vanquish, pour ainsi créer sa dernière grosse production AAA, Nier Automata, suite spirituelle de Nier dont vous avez déjà sûrement entendu parler. J'aimerais parler un peu de Nier Automata pour appuyer mon avis sur Drakengard, parce que oui, je rappelle que le sujet de la vidéo, c'est Drakengard à la base. Nier Automata est un peu, grâce à Platinum Games, le jeu ultime de la saga des Drakengard. Il mélange plusieurs phases de gameplay, comme ce fut le cas jadis avec Drakengard, mais cette fois de manière très fluide et très maîtrisée. Les musiques ne sont plus dérangeantes et sont de vrais bonbons auditifs. Tout est fait dans Nier Automata pour créer de la satisfaction aux joueurs. Attends, mais c'est pas du tout l'inverse total de Drakengard finalement? Et oui, c'est ça qui manque dans les jeux modernes. Nier Automata est à des années-lumière de Drakengard niveau qualité de production, mais c'est aussi sa maladresse qui avait créé une expérience aussi unique et marquante dans le jeu de la PS2. Bien que Nier Automata soit marquant par bien des aspects, Yoko Taro a quand même gardé un petit peu sa patte artistique, en sent un lissage et une professionnalisation qui rend le tout plus classique, plus déjà vu. Et bien que je préfère 1000 fois lancer Nier Automata plutôt que Drakengard, bah c'est ce petit dernier qui va quand même me hanter une fois ma session de jeu terminée. Là je parle au nom de toute l'industrie du jeu vidéo actuel, mais cette non-prise de risque généralisée dans les jeux actuels rendent les jeux plus oubliables que des expériences vraiment uniques et qui transpirent l'âme d'un créateur aux idées étranges. Si l'on veut encore avoir des expériences aussi uniques, il faudra aujourd'hui se tourner vers des jeux indépendants qui ont moins de risques financiers et qui doivent creuser leur trou en tentant des choses uniques. À l'époque de la PS2, les jeux avaient encore cet équilibre entre gros budget et liberté créative, et c'est pour cela qu'on a vu éclore beaucoup de séries de jeux vidéo encore cultes aujourd'hui. J'aimerais faire le parallèle avec Death Stranding qui est pour moi le dernier très gros jeu AAA à tenter des trucs étranges, malgré les sommes colossales d'argent mises en jeu, notamment car les investisseurs savent qu'avec la seule évocation du nom Hideo Kojima, ces jeux vont tout de même se vendre. On a aujourd'hui une tendance des jeux indépendants qui créent des jeux au game design atypique, puis ensuite repris par les éditeurs de gros budget pour reproduire ces jeux à grande échelle. L'exemple le plus parlant étant PUBG qui a lancé la mode des Battle Royale autour de 2017. Bref, c'est pour toutes ces raisons que malgré ses innombrables défauts, que ce soit principalement lié au gameplay ou au level design bancal qui nous mène souvent à des situations frustrantes et très répétitives, Drakengard, de son nom japonais original Dragon Dragoon, est un jeu culte de par sa direction artistique si unique et affirmée. Et au final, les jeux, aussi bons soient-ils, ne sont-ils pas plus intéressants quand ils proposent des choses aussi uniques, du jamais vu nulle part? Ah oui aussi, pour l'anecdote, Drakengard a sponsorisé un événement de catch WWE. Voilà, c'est gratuit, c'est pour moi. Sunday, April 18th, from the Rexall Place in Edmonton, Alberta, Canada, and it'll be available on pay-per-view. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais absolument faire cette conclusion qui parle des jeux AAA actuels car elle me tenait à cœur, même si c'est un petit peu hors sujet par rapport au sujet de base qui est Drakengard, j'en suis désolé.
Si vous avez des idées de vidéos tournant autour du jeu vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et si ça vous plaît, de vous abonner. Je ne le fais jamais, mais je compte vraiment reprendre mon activité sérieusement cette fois-ci. C'est pour cela que je vous invite à faire tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là, et je vous dis à la prochaine. Fromage de... Beat. Fromage de...